Je suis très content et un peu ému de participer à cette manifestation qui me semble être un peu à part dans le paysage théâtral européen, pas théâtral, dans le paysage universitaire européen, dans la mesure où des spécialistes de différents domaines viennent ici, sont conviés à prendre la parole. Peut-être vous vous êtes intéressé plus par les uns que par les autres, plus par le cinéma que par le théâtre dont je vais parler. Mais enfin, c'est la loi du genre, donc chacun vient là pour défendre ou pour ne pas défendre son domaine. C'est un peu mon cas. Donc, mon idée, au moment où j'arrivais un peu à la fin de ma carrière universitaire, c'était de faire le point sur les rapports qu'on peut avoir avec cet art qu'on appelle le théâtre. Ces rapports sont extrêmement compliqués pour ceux qui font du théâtre et pour ceux qui s'intéressent au théâtre. Parce que le point de départ vient du fait que vous pouvez dire « j'aime Mozart, mais je n'aime pas Wagner ». Il y a eu d'ailleurs une enquête il n'y a pas longtemps. J'aime Courbet, mais je n'aime pas Renoir. Mais sauf si vous êtes Goebbels, personne ne dira « je n'aime pas la musique » ou « je n'aime pas la littérature » ou « je n'aime pas la peinture ». Par contre, avec le théâtre, nous nous trouvons dans une situation tout à fait différente, dans la mesure où beaucoup de gens disent « je n'aime pas le théâtre ». Bon, c'est l'affaire de chacun, mais ce qui est très intéressant, c'est d'observer que les gens même qui font le théâtre entretiennent, cultivent cette ambiguïté, aimer, ne pas aimer. Mais en même temps, moi j'ai fait ce livre, j'avais d'autres images. Comme je ne suis pas très fort en technologie, elles ne sont pas arrivées. Mais enfin, il y a cette photo de la couverture du livre qui est une photo très symbolique où on a choisi, et j'ai proposé moi cette image de deux kouros grecs qui se font front, qui sont presque pareil. Bon, il y a un petit accident nasal à gauche, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, ils sont paritaires. Et au fond, l'idée de ce livre et de ce discours de ce soir, c'est pourquoi on aime le théâtre et pourquoi on ne l'aime pas. Mais, je le dis d'emblée, il ne s'agit pas de choisir amour ou désamour. Ce n'est pas intéressant. L'amour d'un côté et le désamour de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est amour et désamour. Et il y a, au début du livre, j'ai mis quelques citations, il y a une citation qui me plaît beaucoup, qui est une citation qui vient d'un grand homme de théâtre français, Jean Vilar, qui a créé le Festival d'Avignon, le théâtre national populaire, et qui parle de Jean-Louis Barrault, qui à son tour est une figure représentative du théâtre français, qui a dirigé le théâtre de l'Odéon, qui a joué les premiers textes de Genet, de Ionesco, etc. Et Vilar disait, le problème avec Barrault, c'est qu'il aime trop le théâtre. Une phrase géniale, parce qu'au fond, aimer trop le théâtre suppose le risque de tomber dans une sorte de sentimentalisme, de discours mou. Par contre, refuser le théâtre, ça suppose une séparation totale, une incapacité de dialoguer avec le théâtre et il y a une phrase aussi assez connue qui malheureusement s'avère souvent juste, surtout en France. Jean-Luc Godard disait « Je n'aime pas le théâtre parce qu'on parle fort ». Je n'aime pas le théâtre parce qu'on parle fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un artifice sur la scène d'un côté et de l'autre côté, moi j'analyse ça comme une sorte de suspicion
à l'égard de cette fausse énergie des acteurs qui parlent fort. Les acteurs qui parlent fort sont souvent des acteurs qui ne sont pas habités et qui déploient une énergie superficielle qui est simplement vocale. Et Godard dit « je n'aime pas le théâtre parce qu'on parle fort ». Donc, ce qui est frappant, c'est d'observer qu'il y a une véritable tradition de l'amour et du désamour du théâtre. Il y a eu d'un côté l'amour du théâtre, donc des grandes figures de l'histoire de la culture, de Sophocle à Shakespeare, Molière et Tchekhov. Bien que Tchekhov avait des rapports un peu bizarres avec le théâtre, ça serait intéressant d'analyser une fois, parce qu'il disait « la prose, c'est ma femme, le théâtre, c'est ma maîtresse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on préfère la maîtresse à la femme, ou il y a une sorte de relation double où on ménage pour le théâtre le plaisir qui vous manque dans le mariage? Mais enfin, toutes ces figures très importantes, il y a eu des rois qui ont aimé le théâtre. Mais, à contrario, il y a beaucoup d'exemples de discours qui sont des discours principalement liés aux pères de l'Église, et avant les pères de l'Église, le discours de Platon contre le théâtre. Contre le théâtre pour Platon parce que le théâtre est pour Platon une image trompeuse. C'est une pratique mensongère, c'est une pratique qui entretient et cultive les illusions, les fameuses illusions que toute la pensée platonicienne n'a pas cessé de mettre en cause. Mais ça, c'est la démarche philosophique. Par contre, il y a eu une démarche plus concrète, la démarche des pères de l'Église, qui ont tous fait le procès du théâtre parce qu'il suscite des passions coupables, parce qu'il invite à se vautrer dans les profondeurs de l'âme, et chose très intéressante, parce que, disait-il, les acteurs perdent le contrôle d'eux-mêmes pendant le jeu. Et finalement, cette réserve, on va la trouver au moment d'Hamlet, quand l'acteur dans Hamlet, quand Hamlet voit les acteurs, quand il joue Hécube. C'est une très très belle scène, ce qui prouve quand même que Shakespeare et surtout les gens qui ont écrit Hamlet, ou les gens qui ont écrit l'œuvre de Shakespeare, ma théorie, c'est que c'est une coopérative. Je ne peux pas croire que Shakespeare a existé en tant que tel, que ça a été une coopérative dont il a été le prête-nom, ou à laquelle il a servi de prête-nom. Mais donc, pendant que l'acteur qui joue Hécube s'engage dans le monologue, à un moment donné, Polonius, le Premier ministre, dit « il faut arrêter parce qu'il a les veines gonflées et le teint a pâli ». Donc, l'acteur se donne trop, se perd dans le jeu. C'est le reproche principal que faisaient les pères de l'Église. Donc, tout ce qui s'est passé par rapport au théâtre a été constamment marqué par cette fracture, par cette faille entre les gens de théâtre d'un côté et de l'autre côté l'Église. Bon, dans les pays de l'Est où il y a une véritable folie religieuse, ils ont oublié et ils font venir les prêtres pour bénir les théâtres. Donc c'est une contradiction dans les termes, parce que l'Église et le théâtre ont été depuis toujours adversaires, et pas parce que maintenant la religion a le vent en poupe dans les pays de l'Est qu'il faut absolument les associer. Donc la question c'est d'où vient principalement le refus du théâtre de beaucoup
de beaucoup de théoriciens, de beaucoup de philosophes et parfois des gens de théâtre. Du fait que l'art, par sa nature même, se définit dans tous les arts par l'absence d'un élément. Pardon, attendez, je prends un peu d'eau. La peinture manque d'écoulement du temps. La musique manque d'image. Le théâtre, la littérature manque de corps. Le théâtre est complet. Au théâtre, on retrouve et le temps, et les images, et la parole. Donc, face à cette absence de manque, on peut se demander quelle est la spécificité du théâtre en tant qu'art. Et les réponses qu'ont données certains, c'est que le théâtre n'est pas un art où il manque un élément, donc dans ce sens-là, il échappe au domaine de l'art, mais en même temps, le théâtre propose une image concentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le théâtre est l'équivalent un peu des têtes réduites, ou je ne sais pas si vous avez vu des têtes réduites, pour moi ça a été un choc, et la métaphore revient souvent, c'est-à-dire le théâtre c'est la vie véridique sur un plateau, mais elle a une concentration supérieure à la vie. La vie est dilatée, la vie est dispersée. Le théâtre, c'est au contraire un événement auquel nous sommes conviés, et ensuite un élément qui, par cette intensité, vous transmet de l'énergie. Donc, en même temps, il faut bien dire que les gens qui se réclament de l'art reprochent au théâtre ce statut ambigu qui peut être défini par un terme. Le théâtre n'est pas le monde. Le théâtre n'est pas de l'art. Le théâtre est un monde intermédiaire. Le théâtre est entre l'art et la vie. Mais en même temps, le théâtre est aussi également l'art et la vie. Donc, quand on veut choisir, c'est difficile de choisir. Si on aime l'art et la vie, à ce moment-là, on peut aller au théâtre, parce que je vais essayer d'expliquer quelles sont les motivations de l'intérêt que certains éprouvent pour le théâtre. Mais en même temps, l'autre reproche fondamental que l'on fait au théâtre, ce qui le met en cause, c'est que le théâtre ne dispose pas d'un matériau spécifique. Bon, la peinture, il y a des couleurs, ou il y a la terre, la pierre pour la sculpture. Le socle du théâtre, c'est le corps humain. Mais le corps humain est considéré par beaucoup de théoriciens. Il y a un grand théoricien à la fin du XIXe siècle, en anglais, Gordon Craig, qui considère qu'on ne peut pas faire de l'art avec le corps. Parce que le corps est imprévisible, parce que le corps est insoumis, parce que le corps échappe à l'organisation d'un projet artistique. Du moment où il y a corps, il y a, dit-il, surprise, accident, possibilité de destruction du plan général. Donc, le reproche qu'on fait au théâtre, ceux qui n'aiment pas le théâtre, c'est d'être, pour paraphraser un terme de Nietzsche, d'être humain, trop humain. Donc, cette humanité est exécrée par les adversaires du théâtre, tandis que les gens qui défendent le théâtre considèrent que justement la raison d'être au théâtre, c'est la rencontre, le fait que des corps vivants d'un côté et de l'autre, sur la scène et dans la salle, se retrouvent pour une période plus ou moins longue, 1 heure ou 15 heures. Il y a un spectacle maintenant en France de 18 heures. Donc les gens sont ensemble. On va au théâtre pour échapper à l'isolement
des salles à manger avec des télévisions. On va au théâtre pour passer du temps ensemble. Il y a je sais que j'ai parlé avec un ami, je lui disais, au fond, nous vieillissons ensemble. Moi, comme spectateur, je perds 18 heures de ma vie, de même que l'acteur perd 18 heures de sa vie et qu'il y a une simultanéité. À la fin, surtout pour les spectacles très longs, il y a un phénomène de communion inexistant dans les autres arts, parce que nous avons passé ce temps ensemble. Bon, ceux qui n'aiment pas l'humain, trop humain, s'éloignent du théâtre et le considèrent comme un art impur, comme un art qui ne répond pas à la définition, entre guillemets, comme on parlait de Gisèle, à la définition classique de l'art. Il y a une histoire assez belle. Je faisais une fois, je dirigeais un débat comme ça, où il y avait Isabelle Huppert. Et quand il y a Isabelle Huppert dans un débat, il y a toujours l'éternelle question, qu'est-ce que vous préférez, le théâtre ou le cinéma? Et elle a donné cette réponse. Je pense qu'elle citait quelqu'un, mais enfin, moi je l'ai entendu dans sa bouche. Elle disait, le cinéma, c'est comme si j'envoyais tout le temps des lettres. Mais de temps en temps, j'ai envie d'embrasser. Donc l'acteur aussi éprouve le besoin de se trouver dans l'intimité avec un public avec lequel il partage donc le même temps, la même expérience. Enfin, un autre argument du désamour du théâtre, c'est que dans la conception classique de l'art, l'objet artistique est le résultat d'un seul artiste. L'objet artistique, aujourd'hui, il y a vaguement des performances, tout ça, mais l'objet artistique est signé par un artiste. Cet artiste peut être Tolstoï, peut être James Joyce, peut être Jackson Pollock, etc. Mais c'est un artiste. Tandis que les gens qui n'aiment pas le théâtre considèrent que le théâtre est un art fédérateur. Un art où finalement on ne sait pas qui a fait quoi. Donc le procès intenté au théâtre vient justement de cette incertitude, de ce flou de l'intervention personnalisée. Remarquez, les gens de théâtre, les grandes personnalités du théâtre sont les personnalités qui aiment travailler à plusieurs. Quelqu'un disait, il n'y a pas longtemps, moi, j'aime bien faire du théâtre, qui est un metteur en scène, parce que je veux voir comment ma pensée est déplacée par les autres, est enrichie par les autres. Tandis que des metteurs en scène, des artistes qui viennent d'autres domaines, considèrent qu'il y a une sorte de perversion de la création dans la mesure où il n'y a pas une signature unique. Remarquez, je vous raconte parce que je suis un peu lié avec les artistes, à force de travailler ensemble, parfois on crée des illusions. L'acteur croit qu'il est aussi créatif que le metteur en scène. Et une fois que l'acteur en question quitte le metteur en scène, il cesse d'être créatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'analyse est très intéressante, c'est-à-dire il est créatif dans le contexte de collaboration avec une très grande personnalité comme Ariane Mnouchkine, Brooke ou d'autres. Enfin, j'arrive à l'argument central du procès fait au théâtre, c'est que l'acteur est quelqu'un qui est là sans être là. Mais qui est-il? L'acteur sur une scène n'a pas le même statut qu'au cinéma.
l'acteur est une jonction entre son identité et l'identité du personnage. Donc, ceux qui n'aiment pas le théâtre considèrent qu'il y a une sorte de tromperie. Vous savez que l'acteur, à l'origine, le terme d'acteur, ça voulait dire hypocrite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui camoufle, qui ne se montre pas. Et il y a une très belle phrase, d'ailleurs, moi j'ai fait un petit livre qui était assez intéressant, pas pour ce que j'ai dit, mais par rapport aux citations que je donne, les métaphores théâtrales dans Shakespeare. Et dans La Nuit des Rois, un des personnages dit à Viola, « Êtes-vous comédien ?» Parce qu'il est travesti. « Êtes-vous comédien ?» Et Viola répond, « Non, mais sachez que je ne suis pas celui que je joue. » Donc l'autre avait compris qu'elle n'était pas celui qu'elle jouait. Donc elle assimilait cette situation avec la situation d'un acteur. Donc l'acteur est celui qui n'est pas lui-même entièrement sur le plateau, c'est celui qui incarne une identité différente, mais qui arrive à ce miracle de fondre avec cette identité, de la rendre vivante. Mais en même temps, cette performance de l'acteur, il faut bien dire qu'elle s'accompagne d'une sorte de propension à devenir l'autre, à s'exprimer grâce à un autre. Moi, j'étais une fois au théâtre, et à la sortie des acteurs, il y avait un très grand acteur. Moi, je suis d'origine roumaine. Donc, il y avait un très grand acteur. Quand il sort dans la rue, il est mort maintenant, le pauvre, parce qu'il a eu un truc. Mais enfin, quand on sortait dans la rue avec lui, tout le monde était derrière lui, avec lui. Les filles venaient pour qu'il leur signe sur sa main, qu'elle mette son nom, lave, etc. Donc, une notoriété terrible. Nous, on était au théâtre, et lui, il voulait dire quelque chose. Mais personne ne l'écoutait, moi en premier. Donc, on était là, tout le monde riait. Et il a dit cette phrase extraordinaire. Il dit « Silence, pour une fois, je veux parler avec mes mots. » Donc, c'était magnifique, un aveu d'acteur extraordinaire. Parce qu'il témoignait à la fois du bonheur d'être acteur, c'est-à-dire que de jouer les mots des autres, mais dans cet instant précis, il reconnaissait aussi la frustration de ne pas jouer, de ne pas intervenir lui-même, de ne pas parler lui-même sur le plateau. Donc, à l'égard de l'acteur, il y a toujours ce soupçon de tromperie, ce soupçon de l'être qui nous invite à croire dans quelque chose qui n'est pas là. Donc, il incarne un fantôme, il incarne d'autres identités grâce à ce support qu'est lui-même, mais nous savons que nous sommes pris dans le piège de la fiction et de la réalité. Ensuite, par rapport à l'acteur, un autre argument, moi je vais un peu vite, mais parce qu'au fond c'est plus intéressant de ne pas s'appesantir sur les arguments, un autre argument est la chose la plus difficile pour l'acteur. C'est vraiment la plus difficile, ce n'est pas, tout le monde le dit, ce n'est pas de faire, mais de refaire. De ne pas seulement de faire ce que je fais maintenant, de parler, mais dans une heure, de refaire, ou demain, de refaire la même chose. C'est-à-dire, essayer inlassablement, ou pour un certain temps, de recréer la sensation de vie créée une fois pour toutes. Et donc, cela, bien entendu, engendre de la part de certaines personnes un soupçon, le soupçon de tromperie, et en même temps, c'est le test de la difficulté d'être acteur. Moi, je faisais une émission de télévision une fois, je préparais une émission, et il y avait un ami opérateur qui était très maniaque, il voulait avoir l'image exactement, tout. Et il me disait, Georges, encore une fois. Georges, encore une fois.
Et à la troisième fois, je lui dis, ben, écoute, moi je ne joue pas Hamlet, je parle avec mes mots, je ne peux pas les dire à l'infini pour que ton image soit parfaite. Et à ce moment-là, j'ai compris dans mon être intérieur la difficulté pour l'acteur de, non pas de faire, mais de refaire. Mais un grand philosophe, essayiste français, Maurice Blanchot, disait que justement refaire, répéter, c'est signe de pauvreté existentielle. Donc, c'est une phrase formidable. Qu'est-ce qu'on fait? On refait la même histoire, on raconte les mêmes mots, on simule les mêmes états. Donc, l'acteur, en tant que porteur du théâtre, est à la fois la chose la plus magnifique du théâtre et pour d'autres la plus perverse, la plus problématique, la plus trompeuse. Donc aimer ou ne pas aimer l'acteur, c'est un peu un test de l'amour et du désamour du théâtre. Ensuite, il y a une sorte de méfiance à l'égard du théâtre dans la mesure où le théâtre rassemble des communautés qui ne sont pas similaires aux communautés du rock, etc., mais des assemblées de spectateurs plus ou moins grandes. Et ces assemblées de spectateurs posent la question de la relation entre les membres des assemblées. Et il y a eu des moments où on a cherché à agrandir les théâtres pour que les salles soient plus enthousiastes. Ensuite, on a rétréci au maximum le maximum les salles. Mais en même temps, le théâtre implique le fait de sortir de chez soi, d'aller à un endroit où on a rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est le public. Et ça m'a amusé une fois. En France, c'est le mythe de Pascal, c'est un immense penseur. Mais Pascal dit à un moment donné, le malheur des gens vient du fait qu'ils n'acceptent pas de rester chez eux dans leurs cellules. Bah, je dis que peut-être c'est vrai, mais je pense quand même qu'il y a eu plus de suicides dans les cellules que dans les salles de théâtre. Je suis très content de cette réponse que je donne à Pascal, parce qu'au fond, le fait d'être ensemble est une thérapie contre la mélancolie. Le fait d'être ensemble est une solution de capter des énergies extérieures, des énergies des autres. Et le théâtre procure cette chance à un public plus ou moins dense, qui est un public collectif. La tendance récente de diminuer au maximum les audiences, je pense qu'elle est dangereuse, et je pense que le problème qu'elle pose, cette tendance, c'est que ça nous rapproche trop de l'Église. Quand il y a si peu de monde dans une salle, en France, il y a un metteur en scène, Claude Régis, qui connaît un grand succès. En même temps, pour moi, c'est trop liturgique. Vous arrivez dans le foyer, il ne faut pas qu'on parle. Régis est derrière la salle et personne n'ose bouger parce que Régis te voit. Mais je dis, mais à ce moment-là, je préfère aller à l'église qu'aller dans un théâtre et être terrorisé par ce sacré institutionnel. Donc, je pense que l'essence du théâtre est liée à cette situation interrelationnelle à l'intérieur de ce qu'on a appelé dans les termes dans sociologie les minorités effervescentes, à savoir un petit noyau de gens qui sont réunis autour de cet acte qu'est l'acte théâtral. La question essentielle aussi qui s'est posée,
c'est que le théâtre, je disais, que n'est pas tout à fait un art, mais c'est pas tout à fait la vie. C'est une pratique impure. Mais le théâtre, par rapport à d'autres domaines, à d'autres pratiques, nous confronte avec l'indécidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se demander, et on peut essayer de savoir, qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est de l'art ou du loisir? Très longtemps, donc, chez les Grecs, le théâtre, c'était de l'art. Ensuite, dans les sociétés françaises occidentales, le théâtre est devenu plutôt un art du loisir. À Venise, par exemple, les théâtres publics, c'était des pratiques du loisir. Et donc, aujourd'hui, très souvent, cette question se pose, qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est un art ou c'est du loisir? Les metteurs en scène, les grands metteurs en scène, tirent constamment le théâtre vers l'art. Le théâtre privé, le théâtre comique, comme ça, tire constamment le théâtre vers le loisir. Moi, je pense sincèrement que l'intérêt, c'est pas de nouveau de choisir art ou loisir, mais d'accepter que le théâtre, c'est un art et également un loisir. Et je pense que le succès de très grands metteurs en scène, comme Peter Stein, comme Peter Brook, vient du fait qu'ils ne sont pas uniquement retirés dans la citadelle de l'art, qui procure à la communauté réunie cette liberté du loisir. Ensuite, il y a d'autres éléments, je passerai plus rapidement pour ne pas... Le théâtre a certaines exigences qui sont la raison du plaisir ou de l'attrait qu'on peut éprouver, ou au contraire, sont à l'origine du rejet. On ne va pas au théâtre comme on ouvre un livre dans une bibliothèque. Dans un théâtre, sauf si c'est une salle minable où il n'y a jamais personne, mais globalement, dans les spectacles qui sont des spectacles importants, il faut réserver. C'est-à-dire, le théâtre, par rapport à d'autres arts, en préparant cette conférence, je me suis rappelé qu'au fond, aujourd'hui, les grandes expositions de peinture ont un peu le même statut parce qu'il faut les programmer depuis longtemps à l'avance. Mais ça, c'est un phénomène récent. Mais au théâtre, on doit savoir qu'on va voir un spectacle tel jour. C'est-à-dire, par rapport à d'autres arts, le théâtre vous appelle, vous invite à organiser votre vie. Je sais que j'irai au théâtre. Moi, j'ai répondu d'ici. Je sais que je vais le 17 septembre au Théâtre de la Ville pour voir Mère Courage. Et c'est un plaisir différent que celui de regarder dans une bibliothèque et de prendre un livre qui m'intéresse. Donc, le théâtre, on peut l'aimer ou pas l'aimer, il a cette exigence. Deuxièmement, et c'est un des sujets qui revient le plus souvent, est-ce qu'il y a une grande différence, je pense qu'il y en a une, entre la liberté du lecteur et la captivité du spectateur? Combien de fois on abandonne un livre au bout de 20 pages, 50, 200, mais on l'abandonne. On est libre de l'abandonner tout en gardant la possibilité de le reprendre la semaine d'après. On peut le feuilleter. Barthes, un peu snob, il ne faisait que feuilleter les livres. Le spectacle, c'est plus difficile. Le spectacle, vous êtes captif. Et si vous n'aimez pas à un point maximal le spectacle, à ce moment-là, forcément, vous pouvez vous lever et quitter la salle. Mais généralement, le spectateur est captif. Donc, aller au théâtre suppose aussi faire cette option de
de la captivité virtuelle, de l'impossibilité de sortir. Et quand j'étais jeune, c'était une pratique de l'avant-garde de fermer les salles. Il y avait un vieux monsieur, un grand metteur en scène, qui a appris que dans cette salle, il y avait des Suédois qui allaient nous invectiver, nous mettre dans une situation très difficile, et qu'on ne pouvait pas sortir, et qu'on était mis à l'épreuve pour voir si on réagit ou non. Et à ce moment-là, moi je crois beaucoup dans les leçons pratiques immédiates. Ce professeur qui était un peu voûté comme ça, s'est levé, qui a dit à toute la salle, « Je ne resterai jamais dans une salle d'où je ne peux sortir quand je veux. » Je crois que c'est une leçon de démocratie et de liberté, parce que je crois que le spectateur est captif, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'on travaille beaucoup sur cette intimidation de la présence vivante des acteurs, etc. Mais je crois qu'on a le droit de sortir, comme on a le droit d'arrêter un livre au moment où le spectacle est vraiment tout à fait décevant. Et je crois que la présence du spectateur dans la salle est une manière de légitimer ce qui se passe sur la scène. Si ce qui se passe sur la scène me semble à moi, modeste spectateur, tout à fait inadapté, tout à fait indigne, je me lève je ne veux pas interdire le spectacle, mais je ne peux pas le cautionner. Enfin, peut-être que deux derniers points, le théâtre, au moins le théâtre dans son acception classique, travaille sur la mémoire et la disparition. La mémoire et la disparition, à savoir, il travaille sur un répertoire réuni à travers le temps, qui est une sorte de musée imaginaire, et en même temps, ce répertoire, il est réactivé par la représentation. Si vous voyez Roméo et Juliette, vous pouvez connaître le sujet, mais la représentation suscite notre intérêt de spectateur pour voir comment, comme en mathématiques, on a résolu ce problème. Quelqu'un qui n'aimait pas le théâtre, qui disait « Tu vas au théâtre, mais quand tu vas au théâtre, tu es comme quelqu'un qui regarde le match de l'équipe de France avec l'Allemagne et qui sait que la France a gagné à la 90e minute. Donc c'est la définition du mélodrame, la fin heureuse. » Et c'est vrai que le théâtre, dans le répertoire, interdit ce plaisir de la surprise. Le théâtre vous invite à, non pas à voir ce qui se passe sur la scène, mais comment ça se passe. Comment cet acteur interprète Juliette, cette actrice interprète Juliette, comment cet acteur interprète Roméo. Donc, ce que je veux dire qu'au fond, aimer ou ne pas aimer le théâtre, c'est se confronter à des questions qui sont sans cesse convertibles, qui sont sans cesse, comment dire, mobiles, fluides. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, parfois je me lève le matin et j'aime le théâtre, le soir je le déteste, et le lendemain c'est différent. Parce que c'est pas seulement un spectacle, mais c'est la pratique même du théâtre. C'est cette crainte de la simulation, cette illusion et en même temps cette vérité du plateau. Et aussi, peut-être, je termine là-dessus, le théâtre pose une très grave question. Le théâtre est à la fois un art de la mémoire grâce au texte, mais aussi un art de la disparition. Le dernier siècle, le XXe siècle, a été le siècle de la mise en scène. Jusqu'à il y a quelques années, il ne nous reste rien, que des livres. Les spectacles se sont évanouis. Donc le théâtre n'est pas aimé par beaucoup de gens dans la mesure où on ne peut pas faire retour sur les œuvres.
les œuvres scéniques, dans la mesure où ces œuvres participent non pas de la mémoire historique d'un art, mais de la mémoire légendaire. C'est-à-dire quelqu'un qui les a vus, les décrit et construit en celui qui écoute une sorte d'univers imaginaire qui ne peut pas être vérifié, qui ne peut pas être confirmé par la preuve. Donc, avec le théâtre, chaque spectateur constitue sa bibliothèque personnelle, mais comme on dit en Afrique, j'aime beaucoup ça, en Afrique, avec chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pour le théâtre, c'est un peu pareil. Les spectacles que j'ai vus, qui sont ma bibliothèque intérieure, vont disparaître avec moi. Donc, ceux qui viennent, on aura la chance de voir d'autres, mais les miens s'en vont avec moi. Donc, les gens qui ne supportent pas le théâtre éprouvent comme une sorte de frustration douloureuse cette impossibilité de faire retour, cette impossibilité de se confronter avec des œuvres de jadis. Et je terminerai là-dessus parce que j'étais dans le bureau de direction d'un grand metteur en scène français, Antoine Vitesse, qui était poète, donc qui avait le support de la durée, la littérature. Mais j'étais là, et il y a un grand professeur russe qui était venu. Lui, il se débrouillait un peu en russe, moi aussi. Et à ce moment-là, c'est pour la vie. Vitesse s'est retourné et il a dit à ce professeur russe, en lui montrant les affiches de ces spectacles qui étaient accrochés sur les murs du bureau de Chaillot, voilà mon œuvre. Voilà son œuvre, c'était quoi? C'était la dérision de 5 affiches ou de 10 affiches, tandis que l'œuvre était complètement perdue. Donc peut-on appeler un art le théâtre dont les œuvres disparaissent, ou on peut l'appeler un art dans la mesure où il s'accomplit dans le présent et nous, spectateurs, nous nous rappelons de ce que nous avons vécu dans le présent. Et peut-être que la plus belle définition de la mémoire du théâtre, on la trouve aussi dans Shakespeare, quand à la fin du Songe d'une nuit d'été, Puck dit au spectateur, partez, allez chez vous, rappelez-vous de ce que vous avez vu comme d'un rêve. Donc, si on accepte que l'art peut produire une expérience onirique, on peut aimer le théâtre. Si on veut de la durée, à ce moment-là, on reste dans la position de la suspicion, du refus, du rejet. Mais ce que je disais au début, je crois que ce qui est intéressant, c'est de l'aimer, de ne pas l'aimer, de vivre l'amour et le désamour. Et le grand écrivain, j'ai trouvé cette phrase quand je travaillais pour ce livre, le grand écrivain Scott Fitzgerald disait « La chose la plus difficile, c'est de vivre avec 2 vérités en même temps ». Merci beaucoup.